Bonsoir à tous. Il est Bonsoir. 17h01. Je vous souhaite à tous la bienvenue à ce webinaire de l'IACH, l'Académie internationale d'hématologie clinique. Webinaire spécial qui fait partie de notre nouvelle initiative à destination des patients, de leurs familles, des soignants et tous ceux qui s'intéressent de loin ou de près au rôle des patients directement dans leur propre prise en charge. Et comme vous le savez, on a commencé cette initiative au mois de mars 2024 et ça connaît un succès remarquable parce qu'on sait à quel point le rôle des malades, des aidants, des familles est important dans la prise en charge. Soigner bien, guérir les malades, ce n'est pas uniquement des nouveaux médicaments, mais c'est aussi une prise en charge, je dirais, holistique, intégrative, qui doit prendre en compte tous les paramètres, en tout cas beaucoup de paramètres. Et notre sujet pour aujourd'hui est un sujet passionnant, qui d'ailleurs revient sur le devant de la scène énormément en cancérologie au sens large, à savoir l'activité sportive adaptée, mais aussi le coaching et tout cela, mais nos invités vont nous l'expliquer mieux que moi, devrait nous faire arriver à cette notion d'empowerment, comme disent les anglo-saxons, c'est-à-dire, moi je le traduirais à ma façon, permettre au malade de redevenir maître de son destin, de reprendre sa vie en main, malgré la maladie, malgré les difficultés, malgré les traitements. Et pour aborder ce sujet aujourd'hui, je suis très honoré d'avoir avec nous le professeur Didier Blaise de l'Institut Pauli-Calmettes, qui est un membre actif et membre du comité exécutif de l'IACH. Et s'il est là, c'est parce que c'est à Marseille et à l'Institut Pauli-Calmettes que cette initiative a été lancée et surtout, ils ont été pionniers dans ce domaine. Et avec Didier, on a le professeur Pierre Dantin, le professeur Sarah Calvin. Alors, ils sont tous les deux à l'université Aix-Marseille et ils travaillent dans le laboratoire du management du sport. Professeur Dantin en est le directeur adjoint et Madame Calvin s'occupe plutôt de la partie scientifique. Et puis, on est très, 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 très honoré d'avoir avec nous Madame Carole Linon. Alors, Madame Carole Linon, elle a différentes casquettes. C'est une ancienne malade d'hématologie guérie, mais qui est devenue onco-coach et donc qui, donc, vous voyez, contribue à cette, je dirais, thématique d'onco-coaching et d'empowerment et d'activité sportive. Et mieux encore, elle est même membre de l'équipe de recherche des professeurs Dantin et Calvin. Donc vraiment un panel très prestigieux et je vous remercie à tous de dédier un peu de votre temps pour ce sujet qui est très important pour nos malades. Et alors on va commencer par le début, comme on dit, et j'aimerais entendre de la part de Sarah et Pierre, vous m'avez autorisé à vous appeler par vos prénoms, donc je me le permets. D'abord, si on peut fixer les idées des uns et des autres et donner quelle est la définition en fait. Oh, bon, activité sportive, j'arrive à peu près à deviner ce que c'est, mais coaching, empowerment, qu'est-ce que cela veut dire dans le domaine auquel on s'intéresse? Ben, écoutez, Sarah vient de gentiment me donner le droit de la précéder dans la prise de parole. D'abord, merci de nous avoir permis cet échange. Bonjour à toutes et tous.
Euh, je vous dois quelques mots d'explication sur un peu le mythe fondateur de cette unité de recherche très particulière où se côtoient Carole Linol, le professeur Blaise, le professeur Viens, qui n'est pas avec nous aujourd'hui et que je représente, euh, plein d'enseignants-chercheurs de la faculté des sciences du sport, et aussi et surtout tous les grands coachs du sport français ou presque. Parce que notre laboratoire a une particularité au départ, c'est que notre vrai métier, c'est la préparation olympique et l'accompagnement des coachs vers la quête de haute performance, donc mystère de la haute perf, dans le cadre d'un destin choisi. J'ai choisi un jour d'être coach et j'ai choisi de devenir champion olympique. Et à l'occasion de rencontres telles que le monde académique a révélé de magique, j'ai eu le plaisir de rencontrer il y a fort longtemps le professeur Viens et le professeur Blaise qui, eux, m'ont posé la question du nous, on sait guérir, mais on ne sait pas relancer. On aimerait tout cela, et on écoutera certainement le professeur Blaise tout à l'heure en parler. Et la première des questions qui m'est venue à l'esprit, c'est mais nous, c'est pas sérieux. Nous, c'est un ballon de plus dans une cage de un but où c'est une seconde de moins pour un titre olympique qui, certes, a peut-être sa magie, mais rien de plus important que le combat pour la vie. Mais on s'est rendu compte d'une chose évidente en parlant, c'est que dans le sport, un seul gagne et tout le monde espère. Et, et donc, l'espoir, les enjeux et les théories de l'espoir sont les enjeux majeurs de la haute performance sportive. Et on s'est aussi rendu compte que dans le parcours de soins, l'espoir est un besoin. Et donc, et donc, on a décidé de construire des petits programmes de recherche, de relations d'aide, tels que la relation entraîneur-entraîné, tels que nos grands coachs. Alors, grand coach chez nous, c'est forcément champion olympique ou champion du monde. S'il y a beaucoup de francophones qui nous écoutent, ça va de Claude Onasta en passant par Vincent Collet pour ceux qui s'intéressent au basket, Valérie Garnier, Romain Barnier en natation, euh, avec le plus haut niveau d'interaction et de compréhension émotionnelle de ce que veut dire la capacité de se dépasser et de se construire dans son propre dépassement veut dire. Et on s'est alors dit, mais pourquoi ne pas tester un programme d'accompagnement et de relation d'aide spécifique s'inspirant de ces déterminants relationnels, non plus dans une situation choisie, mais dans une situation subie. Et est née le, la première étude, Robon, il y a fort longtemps, qui nous a permis de découvrir en marchant ce qu'aider voulait dire et cette capacité que l'on pouvait avoir à être inspiré, accompagné, guidé, suggéré sur, malgré la situation subie, retrouver le droit de choisir des objectifs, quels qu'ils fussent, susceptibles de me permettre de retrouver un chemin de fiabilité et de ne pas rester assigné à mon cancer. Voilà, c'est ce préalable que je souhaitais vous faire pour une meilleure compréhension de tous. Donc, c'est une stratégie de relation du coaching qui s'applique tout autant à l'activité physique adaptée que sans, qui s'applique tout autant aux patients que désormais à tous ceux qui composent l'équipe, y compris aux soignants, et qui nous permet en fait de signifier quelque part ce que aider, s'aider et progresser ensemble veut dire. Et il nous a fallu de la robustesse à tout ça, parce que beaucoup de gens racontent plein de choses sans toujours les vérifier. On a décidé donc de fonder une unité de recherche très spécifique sur cet objet qui est né il y a 7 ans. Et on commence à avoir des signaux assez positifs, pour ne pas dire très positifs, de nos travaux. Et c'est ce dont je voulais simplement vous témoigner en préambule. Non, mais c'est vraiment magnifique et cette démarche paraît exceptionnelle. Et d'ailleurs, c'est vraiment le moment, hein, puisqu'on prépare les Jeux Olympiques. Alors peut-être que c'est un peu trop tard pour moi pour me coacher pour les Jeux à venir. Euh, Rien n'est jamais perdu, Mohamed. Rien n'est Mais jamais perdu. c'est un peu court, là. C'est un peu court. Je sais que mes talents sportifs sont très forts, mais enfin quand même. Mais alors, ma question pour Didier, comment a eu lieu cette rencontre? Et puis surtout, bon, on se connaît bien quand même, nous, on est dans le dur du médicament,
on veut prolonger la survie, on veut prolonger la rémission, et bien évidemment, c'est sûr qu'on en a besoin. Mais comment on est arrivé à dire on va pouvoir créer cette alliance entre les thérapeutes, greffeurs, hématologues, et puis des gens qui forment des champions pour gagner des médailles, quoi. Ben, Pierre y a répondu en partie. Le comment, c'est question de coïncidence et de rencontre. Maintenant, il y avait un vrai problème à l'origine que, qui vient des patients. C'est les patients qui l'ont fait émerger. Et tout au long de nos journées annuelles des patients greffés à Marseille, hein, je rappelle que ça fait 17 ans qu'on le fait, revenait très régulièrement le fait que, bien sûr, on n'avait plus de maladie, enfin les patients n'avaient plus de maladie. Bien sûr, on n'avait pas de ils n'avaient pas de complications dans les suites de la greffe, mais c'est pas pour autant qu'un an, 2 ans, 3 ans, 5 ans après, ils ne se considéraient pas comme greffés ou leucémiques. Et je pense que Carole pourra mieux l'illustrer que moi. Donc, c'est à partir de cette frustration qui était partagée par les médecins et par les patients, de se dire comment faire pour redémarrer, comment faire pour que finalement la greffe, parce qu'on s'est intéressé essentiellement à la greffe initialement, comment faire pour que la leucémie, parce que la plupart des patients s'étaient traités pour des leucémies, ne représente pas finalement toute la vie du patient. Il n'est pas question de l'oublier, ça a été quelque chose de traumatisant et d'extrêmement important, mais peut-être que l'objectif, ça serait que ça ne représente qu'une partie de la vie, que ce soit cette réalité-là. Et donc, quand on a vu ce qu'il se faisait dans l'équipe de management du sport à Lumini, euh, on s'est dit que nous, on avait des champions aussi. Et des champions d'une autre nature. Comme l'a dit Pierre, euh, nos champions, eux, ils n'ont pas choisi la compétition. Ils ont été mis dedans. Et, euh, et c'est contraint qu'ils soient allés. Mais malgré tout, et tu le sais comme moi, quand on voit ces patients, quand on voit les patients, chaque jour, on est admiratif de ce qu'ils arrivent à faire. Mais je pense que personne qui peut mieux exprimer ça, c'est Carole. Et Alors qu'elle nous dise un justement, petit peu. Carole, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous raconter ce parcours que vous avez exceptionnel? Parce que, bon, avant d'être malade, bah, je ne sais pas quelle était votre activité, vous allez peut-être nous le dire. Et puis, vous êtes malade, vous êtes soigné, vous êtes guéri, et puis vous êtes onco-coach. Donc, oncologie, et puis coach d'oncologie. Alors, moi, on me dit, je suis coach d'oncologie. En général, je pars en courant parce que je n'ai pas besoin que quelqu'un qui me coach vers le cancer. Non, 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 c'est pas exactement ça. Mais bon, moi, mon parcours, bah, déjà, je suis maman de 4 enfants. J'ai 40 ans, je vais bien. Et bah, la maladie me tombe dessus un peu comme un coup près. Et je me retrouve un an hospitalisée avec divers problèmes et surtout une déclaration de leucémie pro-lymphocyte T qui a aussi entraîné l'amputation de ma jambe et qui donc m'a amenée jusqu'à la greffe de moelle osseuse. Donc, c'est une année d'hospitalisation, c'est bah, tout ce qui est lié à bah, la chimiothérapie et à l'hospitalisation, quoi. C'est compliqué. C'est très compliqué. Le plus compliqué après tout ça, c'est le retour à la normalité et se refaire une place au sein de sa famille. Et c'est ce qui était le plus compliqué. C'est ce qui m'a euh, bah, le coaching, c'est ce que m'a permis le coaching, quoi, justement de retrouver et de repartir sur alors je vais dire une nouvelle vie. En tout cas, une vie avec mes contraintes. Voilà, ça c'est dans un premier temps le parcours un peu médical. Après, l'onco-coaching, eh bien, moi je l'ai découvert en tant que... J'ai déjà été coachée, finalement. J'ai testé un peu l'histoire. Et ça m'a tellement aidé que mon vrai objectif, c'était de retransmettre ce que moi j'avais réussi à obtenir, enfin à avoir, les résultats, et de pouvoir justement en faire profiter d'autres. Et c'est pour ça que je me suis un peu insérée dans cette vie de coach. Et donc, bah, suivi le diplôme, puis
puis justement, tout ce qui avait été autour de la recherche, les évolutions, et toutes ces quelques années, parce qu'il s'est passé quand même pas mal d'années entre le moment où moi j'ai été coachée et le moment où je suis devenue coach. Et, et donc, toute cette vie-là, eh bien, j'avais besoin, moi, de le retransmettre. Et c'est ce qui me plaît aujourd'hui, c'est de pouvoir dire, bien, euh, il y a autre chose après toute cette maladie, on doit se recréer une suite et on n'a pas le temps d'attendre, quoi. Il faut y aller. C'est fantastique, c'est incroyable. En plus, à cela se rajoute le fait effectivement que vous avez cette amputation de jambe et donc pour le sport, c'est pas toujours le plus facile. Non, mais en fait, on se rend compte que c'est pas le tout. Enfin, on peut s'imaginer que c'est pas le plus facile, mais il y a des tas de choses qui peuvent s'adapter. Alors, on n'est plus la même personne, hein, il faut pas non plus exagérer, mais on est différemment la même. Et, et justement, le coaching, il est justement à se permettre d'accélérer ce temps-là où on aurait mis du temps à comprendre ou à se morfondre ou à se demander ce qui va se passer. Là, on accélère le temps en se créant des objectifs bien plus rapidement. Et c'est ça le coaching en réalité. C'est de trouver pourquoi, enfin, à quoi ça sert, enfin, comment faire la suite, quoi le plus rapidement possible pour justement effacer ou au moins atténuer les choses qui nous sont arrivées dessus, quoi. Alors, on Ce va que, ce que passer dit, peut-être. Pardon, vas-y Didier. ce que dit Carole est, à mon avis, très important. Elle dit on est différemment le même ou la même. C'est quelque chose qui me semble en effet une notion importante, tout simplement pour dire que la vie d'après, c'est pas la vie d'avant. Je ne sais pas ce que c'est qu'une vie normale, mais c'est la vie. Et l'idée du programme Rebond et de ce que les coachs essayent de faire, c'est de dire qu'une vie est possible. Et ce n'est pas au coach, ce n'est encore moins au médecin, de dire ce que doit être cette vie. C'est que chacun, quand il a bien compris que la vie est possible, c'est à chacun de trouver quelle peut être sa vie. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important. Et pour revenir à cette notion d'empowerment, euh, la définition, elle n'est pas facile à donner, mais une certaine définition, c'est aussi rendre une autonomie à la personne. Et je pense que ça, c'est quelque chose de très important. Alors, si je peux me permettre, je voudrais peut-être donner quelques précisions sur le coaching. Qu'est-ce que c'est que le coaching? Puisque c'était une des questions initiales que vous aviez posées. Et finalement, pourquoi le choix de ce support de relation? Donc, la définition du coaching, ça n'a pas de vocation thérapeutique, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour soigner. Non, c'est ce qui en fait quelque chose de particulier qu'on ne peut pas forcément raccrocher et rapprocher des thérapeutiques psychologiques ou autres. Et l'essence du coaching, c'est d'arriver au travers d'objectifs, au travers de la fixation d'objectifs. Donc le support, c'est l'objectif qui est définis dans notre cas par le patient. Ce sont les objectifs du patient, c'est-à-dire ce qu'il a envie de faire, ce qu'il rêve de faire. Et c'est donc au travers de ces objectifs-là que le coach va aider à trouver des stratégies, à accompagner finalement la réalisation de ces objectifs en balisant, en aidant l'ancien patient à baliser les étapes qui vont lui permettre de remplir ces objectifs qui ont du sens pour lui. Et comme le disait Carole, il peut tout à fait le faire seul, si ce n'est que ça peut durer longtemps. Et la fonction du coach dans ce cas-là, c'est de faire fonction d'accélérateur de particules et d'essayer de construire une espèce de chemin qui est une guidance, mais sans prescrire en fait la finalité, puisque cette finalité, ce qui est très important, c'est qu'elle soit décidée par le patient. C'est-à-dire qu'est-ce qui a du sens pour lui et sur quoi il veut essayer qu'est-ce qu'il veut essayer de mettre en place. Donc, ce coaching, c'est une relation d'accompagnement
Donc, la fonction du coach, c'est en fait parce que changer, remplir des objectifs comme ça, passer d'une vie qui a été bousculée par le cancer à une autre vie où il faut on vive avec mais qu'on essaie de vivre bien, ça nécessite de faire des transformations. Ça nécessite de transformer sa façon de penser, sa façon de vivre, peut-être d'espérer, de devenir optimiste. Et ces transformations-là, comme vous le savez, c'est pas toujours facile de se changer. Et l'enjeu, c'est d'arriver en fait à accompagner cette transformation, de casser tout ce qui pourrait résister, de trouver quelles sont les clés qui vont faciliter. Et ça, c'est vraiment la fonction du coach. Et ce que Carole a oublié de dire, c'est qu'elle est coach dans nos programmes de recherche. Elle fait partie de notre équipe de recherche, donc elle nous aide à réfléchir sur les meilleurs protocoles, oui, les meilleurs protocoles à avoir pour être le plus efficace avec son passé de, de malade qui lui donne cette expertise-là. Mais en plus de ça, elle intervient dans nos programmes de recherche. Donc, elle coach les patients qui font partie des essais. Et cette distinction-là, cette caractéristique-là, donc c'est pas la seule. Il y a d'autres coachs qui font partie de l'équipe scientifique qui coachent les patients et ils sont tous anciens patients. Et on s'est rendu compte qu'en fait, le fait d'être des anciens patients avait une fonction, je dirais, un peu multiplicatrice apparemment, bon, ce sont des résultats, des impressions préliminaires parce qu'on n'a pas encore traité les résultats, mais leur passé de malade a un impact qui est un impact encore plus dynamisant de ce dont Pierre parlait tout à l'heure, qui est l'espoir. Et donc, je voulais un petit peu préciser comme ça ce que le coaching voulait dire et resituer dans le contexte aussi le rôle des onco-coachs. Alors effectivement, non, merci pour toutes ces précisions et je ne vous cache pas qu'en préparant cette émission, bon, je suis allé un peu me renseigner, hein, regarder. Alors il y en a qui ont essayé de traduire l'empowerment par l'empouvoirement du Oui. malade, mais a priori, ça a été mal reçu. Et c'est ce que Didier avait précisé, on est plutôt dans l'autonomisation. Et d'ailleurs, je n'ai pas compris pourquoi c'est le ministère de la Culture, mais qui considère que la définition, c'est le processus par lequel un patient est amené à renforcer sa capacité de décision et d'action en vue d'acquérir une meilleure autonomie dans la gestion de sa santé. Donc, c'est vraiment très, très large. Ce qui m'amène à vous poser la question à tous, et je ne sais pas qui voudra commencer, peut-être Pierre. Prenons un cas concret, un exemple pratique. Voilà. Aujourd'hui, j'ai un patient, une patiente à qui on fait le diagnostic d'une leucémie, d'un myélome, d'un lymphome. Ce malade, cette malade va recevoir des chimiothérapies, va recevoir peut-être une greffe, va recevoir des carticelles. Voilà, c'est une sorte de tsunami. Hein. Moi, je me souviens dans beaucoup de réunions des malades, les malades traduisent cela, c'est un tsunami qui m'est tombé dessus. Alors là, quand on dit tsunami, tout le monde voit l'image. Et à quel moment vous allez intervenir et de quelle façon, de quelle manière. Aujourd'hui, je suis le J1, vous voyez, de ce triste anniversaire de diagnostic d'une nouvelle leucémie ou nouveau cancer du sang. Racontez-moi un peu la séquence, vous tous, s'il vous plaît, parce que notre auditoire est intéressé par ça. Je veux bien commencer. Jusqu'en 2021, on vous rencontrait au terme du parcours de soins quand vous signifiez la rémission et qu'il était temps de repartir et de retrouver le droit de choisir. En cheminant et en accompagnant un nombre assez important de patients, je crois qu'on a plus de 300 patients à accompagner dans systématiquement des essais de recherche clinique publiés, bien sûr, on s'est alors rendu compte que ce qui se passait en aval, dans la partie terminale,
était aussi la conséquence de besoins largement insatisfaits, y compris pendant le parcours de soins. Pendant le parcours de soins, il est très complexe d'avoir quelqu'un qui rentre dans votre chambre et qui vous dise tout ce que tu fais, ne t'inquiète pas, tu vas pouvoir t'en sortir. Pourquoi? Parce que l'incertitude est prégnante partout, l'angoisse est prégnante partout. Dans vos professions, vous n'avez même pas le droit de le signifier pour des raisons évidentes de déontologie et d'éthique. Mais imaginons l'espace d'un instant maintenant que ce soit Carole qui rentre dans la chambre d'un patient en lui disant quoi? Cette leucémie? Ben regarde-moi. Je ne vais pas te parler d'espoir. Regarde-moi, moi comme toi, il y a 8, 9, 10 ans. Alors, dans ce que je vais te dire maintenant, il y a deux choses. Il y a ce qui ne dépend pas de toi. Et là, tu vas écouter le professeur Motti, tu vas écouter le professeur Blaise, tu vas être bien soigné. Mais dans ce qui dépend de toi, je vais te demander, malgré tout, de rester le plus possible toi, en choisissant des petits moments d'activité physique, des petits moments de lecture, des petits moments de projection où tu vas me raconter ce que tu feras quand tu sortiras de ta chambre d'aplasie. Et donc, l'enjeu, c'est quoi? C'est projeter et construire des prophéties autoréalisatrices par quelqu'un qui est en situation non pas de le vendre, mais de le porter. Mais de le porter. Et il s'agit donc de construire l'espoir, son chemin, ses critères d'évaluation, et de conserver systématiquement, malgré l'épreuve subie, la possibilité de garder le choix d'être aidé dans son altérité d'homme ou de femme, et pas que d'être aidé dans sa vulnérabilité de patient. Et c'est un enjeu assez majeur qui est apparu il y a deux années seulement, et où on s'est alors rendu compte que la puissance du coach sportif qui intervient plus tard, ou les interactions qui interviennent en fin de parcours de soins, ne pouvaient pas passer non plus à côté de ce moteur d'action pendant le soin. Pendant le soin. Et donc, il convient alors aisément de comprendre à quoi peut servir les salles d'activité physique dans les centres de cancérologie. Il convient aussi facilement de comprendre pourquoi on fait faire une activité physique dans une chambre en aplasie. C'est rester collé à ce qui fait ce que vivre veut dire. Vivre veut dire se prouver, se montrer une fiabilité, un sentiment d'efficacité personnelle, un sentiment de maîtrise malgré tout, des relations nourrissantes avec ceux qui nous entourent, la capacité à se projeter, la capacité à avoir le droit au rêve. Ça peut vous paraître complètement ubuesque tout ce que je vous dis, mais l'enjeu c'est ça. C'est ton rêve, pas de souci. Mais de ta chambre, par quoi tu commences? Non, non, De mais ta moi, ça ne chambre, me paraît pas ubuesque, je trouve de ça ta chambre, par pertinent. quoi tu commences? Et on s'est alors rendu compte que, effectivement, ces stratégies d'action pouvaient nous amener à construire d'autres typologies relationnelles où l'activité physique adaptée n'est que le prétexte ou le support, quels que soient ses bénéfices physiologiques. L'enjeu, c'est la relation. Et je pense que ça va dans les deux sens. Parce que, en fait, si on y réfléchit bien, et là, Pierre a dit il y a 2 ans qu'on s'est rendu compte de ça, mais tous les mois, on avance dans la réalisation et dans la découverte de ce que l'on fait. Et la semaine dernière, on a encore eu une discussion extrêmement importante autour d'un protocole avec des membres de l'équipe et des patients, et ça a changé certaines perspectives. Ce que tu as dit, Pierre, doit être mis véritablement en exergue. Si les gens ont un peu d'expérience, comme je peux l'avoir, je parle d'expérience en termes de temps, euh, il y a un certain nombre de personnes qui s'occupent des patients. Ça a d'abord été les équipes soignantes avec les médecins, les infirmières. Puis, je ne veux pas rappeler le temps où les psychologues n'existaient pas dans ces unités. Maintenant, les psychologues font partie intégrante des unités et font un travail colossalement important. Mais aux yeux du patient, cette équipe soignante, englobant les psychologues, euh, ont un savoir médical qui, bien sûr, les regarde eux avec empathie, mais les relègue souvent à la situation de patient et ont aussi le savoir sur leur maladie. Et l'échange n'est pas bon, enfin n'est pas honnête, je dirais tout ça. Et en fait, là, on fait intervenir troisième catégorie de personnes qui n'a pas ce savoir.
et qui vient complètement de l'extérieur et qui, à la limite, va dire bah, la maladie, je m'en fiche, j'y connais rien. Moi, ce que je peux te parler, c'est toi en tant qu'homme, c'est toi en tant que femme, ce que tu peux être. Et je pense que ça change quelque chose. Et là, un dialogue autre peut s'instaurer. Et je pense que c'est ça qui est important dans les démarches que l'on met en place. Alors, si je peux me permettre, Carole, j'imagine ce programme, d'après ce que j'ai compris, n'existait pas au moment de votre maladie. Comment, racontez-nous votre vécu de la maladie. Est-ce qu'aujourd'hui, a posteriori, rétrospectivement, vous auriez aimé peut-être avoir cette fameuse personne qui rentre dans la chambre et qui vous dit, bah, l'après-leucémie, c'est peut-être ça, ou as-tu pensé à ce que tu feras à la sortie de la chambre? Je ne sais pas, je pose des questions comme ça. J'entends pas. Ok. Est-ce que, Carole, vous êtes toujours avec nous? Ça, c'est la beauté du En l'occurrence, direct. Désolée. Carole a fait partie des premières patientes Hum, hum. avec qui on a discuté de cette idée-là et qui a, en sortie enfin, post-greffe, tardivement après la greffe, est rentrée dans le programme rebond. Mais il n'y a pas eu, enfin, peut-être qu'elle en parlera, mais il n'y a pas eu d'intervention rebond pendant la période de greffe. Mais si tu es revenu avec nous, tu peux mieux l'expliquer que moi. Donc, ma question, Carole, si vous m'entendez, c'est de savoir au moment de la prise en charge de votre leucémie, au début, je ne parle pas de la greffe, vous auriez aimé avoir cette intervention et ce que, ah, on l'a perdu, mais c'est pas grave, ça c'est les problèmes techniques. Bon, allez, on va continuer. Alors, Carole, Donc, juste en attendant que je ne parle pas en son nom, bien entendu, mais avant de lancer le projet Rebond, le premier, on a fait quelques tests, bien entendu, pour voir comment c'était reçu. Et c'est vrai que Carole faisait, pendant l'hospitalisation, a fait partie aussi des patients qu'on est allé voir et que l'on a rencontrés. Et notamment avec nous était associé un sportif olympique qui était médaillé natation, qui est donc champion olympique, oui, et qui est Fabien Gillot. Et donc, Carole, maintenant que tu es revenue, tu nous entends? Non, toujours pas. je crois que l'image est figée, il doit avoir un sérieux problème de réseau. Ouais. Parce qu'il y a- Ah, Non. continue. Alors, bon, on va essayer d'avancer. La question, Désolée. c'est que l'idée paraît donc séduisante. Le résultat, il est là, puisque vous avez déjà 300 malades. Mais quel est l'accueil fait par les malades, en fait, pour cette recherche, presque, je dirais, qui est peut-être plus de la recherche. Maintenant, ça fait partie de la pratique courante. Même si vous avez toujours de la recherche et des questions que vous posez précises, parce que je vois passer des publications de très haut niveau. Quelle est comment toute cette démarche est reçue par les malades? Parce que, indépendamment de la leucémie, du cancer du sang, etc., j'imagine, on n'est pas quand même pas tous égaux dans la vie au quotidien. Il y a des gens battants, il y a des gens qui veulent prendre leur destin, il y a des gens qui sont plutôt presque, je dirais, pépères, qui n'ont pas envie d'être sur le devant de la scène. Il y a des gens en dehors de toute maladie ne se projettent pas forcément dans l'avenir, qui vivent au quotidien. Enfin, il y a de tout pour faire un monde. Alors comment vous arrivez comment dire, à naviguer À inclure. À inclure. On parle dans- d'inclusion. Ah, Didier, peut-être. Didier. c'est un problème compliqué parce que c'est pas si simple que ça. Parce que les patients, les personnes qui ont été traitées, du moins dans le domaine que je connais, ont tous en commun quelque chose. Ils sont extrêmement fatigués. Et donc, l'une des premières questions qu'on s'est posées nous-mêmes, c'était de savoir si une nouvelle intervention pouvait être acceptable. Et le premier programme a montré que c'était acceptable. Ceci étant dit, on se heurte à certaines difficultés en disant, c'est
vous êtes gentil, mais j'ai déjà fait ce protocole, je fais ce deuxième protocole. Maintenant, vous m'en proposez un troisième. Et on s'est aperçu, mais au cours des semaines qui viennent de passer, que quand le programme était présenté par quelqu'un qui n'était pas un médecin, ou qui était quelqu'un qui n'avait pas ce savoir et qui pouvait présenter ce que représente, et pas forcément un patient, un ancien patient, mais un chercheur de la faculté des sciences, eh bien, les personnes étaient beaucoup plus intéressées. Et, et, et ils sortaient de leur monde de malade, encore une fois. Et je pense que ça contribue à ça dans cette façon de faire, c'est que l'acceptation est encore meilleure quand les propositions viennent justement des personnes qui vont étudier cet élément-là. Mais encore une fois, on est en train de le maturer, cet élément. Mais c'est quelque chose qui semble être important. Et il faut tenir compte, et je reviens, enfin, je voudrais dire quand même quelque chose que j'ai à cœur. Euh, le but, c'est de le faire, quelle que soit la démarche que l'on prend, c'est de le faire avec de l'empathie. Et en aucune façon, il faut tomber dans le degré de culpabilisation de la personne. C'est parce que la personne est fatiguée qu'elle n'y arrive pas. Il ne faut pas lui dire, comme un certain nombre de personnes dans l'entourage familial, dire, bon, le docteur, il t'a dit que tu étais guéri, ben alors maintenant, bouge-toi. Ça ne marche pas, ça. Et la façon dont on essaye de faire, c'est justement que on leur montre qu'il y a quelque chose dans le futur qui est possible pour eux et qu'ils peuvent trouver. Et c'est à eux de définir quel est leur futur. Est-ce que leur futur, c'est de devenir champion olympique, hein? On en a un certain, enfin, champion du monde, on en a qui sont allés au championnat du monde des transplantés et qui l'ont fait. Mais notre objectif, c'est pas de faire que des champions du monde. Nous, ce que l'on veut faire, c'est que chaque personne devienne son propre champion. Et si son objectif, c'est de s'allonger dans une chaise longue et de lire, ben, banco, il ne faut pas qu'il culpabilise, il faut qu'il le fasse en pleine connaissance. C'est plus difficile pour l'activité physique adaptée, la chaise longue, quand même. Et si je peux me permettre, toujours pour rebondir sur ce sujet, euh, le fait que le programme Rebond soit adossé justement à la haute performance sportive et autres, a une vocation d'attrait, une vocation qui s'inscrit un peu dans les imaginaires, c'est-à-dire quel est donc moi, qui suis patient, pouvoir bénéficier de ce qu'on raconte dans la haute perf et l'universalité du sport et la capacité à l'avoir le plus accessible possible dans le moteur de nos passions ou la rencontre avec ce que sport veut dire, génère systématiquement auprès des patients un intérêt curieux. Et ensuite, le fait de savoir que c'est un programme de recherche, il y a un réengagement. Et comme le disait très justement Didier, le fait qu'en plus l'interaction soit faite par quelqu'un qui ne soit pas chercheur est une de nos découvertes supplémentaires. Et accessoirement, euh, il s'agit aussi de mettre non pas en évidence que l'enjeu est la perf, non, non, l'enjeu est la redécouverte de soi. Et quand on met tout bout à bout, on se rend alors compte qu'il y a un enjeu majeur de lutter contre l'effet nocebo de l'assignation à la maladie par un effet placebo supplétif de quelque chose de neuf qui existe, qui se démontre, qui est en acte, qui est en action, et qui ensuite, et j'insisterai jamais assez là-dessus, est construit d'abord pour la preuve de la recherche. Il n'y a pas de logique de gourouisation. Il n'y a pas de logique de croyance à une personne. Non, il y a un enjeu qui est hyper évalué. Donc, le moteur pour nous est la reproductibilité par la formation et peut-être un jour s'adresser à d'autres patients. Je crois que Carole bouge, elle a dû revenir. Voilà, Oui, justement, donc, on était en train de parler en fait comment créer ces champions du quotidien en fait oui. avant d'aller aux Jeux Olympiques et aux médailles. Et avant que vous perdiez la connexion, Carole, j'avais une question pour vous. C'était parce que votre diagnostic et votre prise en charge, c'était avant ce programme. Et est-ce que aujourd'hui, rétrospectivement, a posteriori, vous vous dites, moi, après tout ce que j'ai vécu, le parcours compliqué et complexe que j'ai vécu, j'aurais aimé avoir en fait cette personne qui rentre dans ma chambre et qui me propose un programme pour le lendemain, quoi. Mais en fait, moi, je l'ai eu, j'ai eu cet avantage-là, c'est de rencontrer à ce moment-là Fabien Gillot qui est venu dans ma chambre et qui m'a proposé de le revoir plus tard.
Et rien Mais que c'est ça, plus pour vous encourager, non? Il n'était pas ben, venu. non, en fait, c'était pas de l'encouragement, c'est un rendez-vous donné. Et du coup, l'histoire d'une heure, ça m'a sorti de mon quotidien de patiente qui me levait à peine le matin juste pour se préparer, pour retourner dans son lit. Là, finalement, il y a eu cette préparation pour le recevoir dans ma chambre. Et c'était comme du coup, ça donne ce goût de l'extérieur et cette envie justement de se préparer pour une bonne occasion, ou comme on pourrait se préparer pour une séance de sport, ou comme on pourrait se préparer pour autre chose, quoi. Donc oui, je pense que c'est important justement d'introduire des petites choses comme ça qui permettent de se créer des objectifs quotidiens. Et d'ailleurs, c'est Alors, ce qu'on oui, on allez-y. essaie aussi de définir, parce qu'un de nos objectifs, c'est d'arriver à trouver les meilleurs supports de relation et de pouvoir essayer de comprendre euh, quel était le support le plus adapté au type de pathologie au moment du parcours de soins, pendant, après. Et on essaie en fait de creuser, de fouiller pour essayer d'avoir finalement des propositions qui soient le plus personnalisées. Et par exemple, on teste, en ce moment, on est en train de tester quelque chose qui fonctionne relativement bien et qui fait référence à ce que disait Carole. C'est-à-dire que pendant l'hospitalisation, c'est important d'avoir ces rendez-vous-là, même si on est fatigué, même si on va du fauteuil au lit et du lit au fauteuil. Et donc, le programme que l'on teste, là, il s'adresse à des patients juste avant la greffe. Donc, ils sont en période enfin, isolés. Et en fait, ce que l'on leur propose, c'est d'avoir des séances d'activité physique adaptée dans leur chambre. Alors, c'est important, l'activité physique adaptée. On sait que ça a tout un tas de bienfaits, et notamment sur la toxicité du traitement et autres. Mais surtout, on utilise ces séances d'activité physique comme étant en fait un prétexte pour être suivi par un coach. Il y a un coach d'activité physique, un coach sportif diplômé, hein, est spécialisé dans l'activité physique adaptée et qui d'ailleurs est localisé dans l'IPC, qui est employé par l'IPC, donc qui est là tout le temps quotidiennement. Et donc, on a testé en fait l'importance que pouvaient avoir ces rendez-vous réguliers, quel que soit finalement l'état de fatigue, quelle que soit donc la possibilité d'avoir ces rendez-vous réguliers, non pas pour leur faire faire beaucoup d'activités, mais surtout pour qu'il y ait une relation. Et que cette relation permette le temps de l'interaction de sortir, enfin, de sortir de leur état de malade et de finalement de se déconnecter un peu du... Et en fait, on s'est rendu compte que ce prof d'APA, qui n'est pas médecin du coup, qui n'est pas soignant, est un professeur d'activités sportives, eh bien, il recueillait parfois un certain nombre de confidences ou de discours où le patient arrivait à établir un discours qui était des conversations qui étaient totalement différentes de celles qu'il pouvait établir avec le soignant. Donc ça, c'est un programme qui est en cours et on est en train de tester les différents impacts que ça peut avoir, et notamment sur le bien-être des patients et sur leur qualité de vie. Alors justement, c'est une des questions que j'allais poser à Didier, parce que, bon, en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, on croit en la médecine par l'épreuve. Et j'imagine que ce dont on parle n'échappe pas à cette règle, même si j'imagine que les règles d'évaluation sont peut-être un peu différentes, ou en tout cas les endpoints, hein, les objectifs. Comment on évalue objectivement? Parce que moi, je me souviens, alors c'était pas du tout le même contexte, il y a eu un papier publié dans le JCO il y a quelques années où il comparait le devenir de patients cancéreux au sens large, ceux qui avaient des familles toujours extrêmement omniprésentes, qui disaient lève-toi, bouge-toi, mange, etc.
et ceux qui avaient personne, qui étaient un peu au fond du lit, comme disait Carole, je vous réveille, etc., mais qui n'avaient trouvé aucune différence, en tout cas sur leur survie. Euh, Là, dans ce dont on parle, comment on mesure, et vous l'avez peut-être déjà fait, hein, parce que bon, c'est de la vraie recherche de très 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 haut niveau, hein, clairement. Comment vous faites? Je pense que Sarah répondra mieux que moi dans le détail, mais globalement, progressivement, enfin, d'abord, on a toujours voulu se mettre véritablement dans un contexte de recherche, c'est-à-dire, comme tu l'as dit, prouver ce vers quoi on avance et non pas rester dans l'impression, dans la façon de faire. Et initialement, on a juste voulu, on n'était pas ambitieux, on a voulu savoir si les patients pouvaient accepter une telle démarche. Et on l'a démontré, ça marche. Et c'est là que la notion d'espoir, à travers les verbatims que des patients viennent de façon très importante illustrer ce que l'on fait. Et donc, dans les nouveaux programmes Rebond, ou en ce qui concerne le post-greffe, mais il y a d'autres programmes, on regarde un certain nombre de choses. D'abord, l'objectif principal, c'est l'amélioration de la qualité de vie. Et on prend pour ça les questionnaires certifiés de l'évaluation de la qualité de vie que l'on va comparer dans des cohortes de patients qui reçoivent l'onco-coaching ou qui ne le reçoivent pas. Mais en plus de ceci, il y a bon nombre d'autres paramètres qui sont étudiés. C'est là que Sarah peut peut-être en parler un peu plus dans le détail sans les lister tous, qui permettent de voir de façon tout à fait sérieuse les problèmes. Et enfin, le dernier point, qui est toujours important, il y a des interviews. Et on reprend les verbatims des patients dans ces interviews. Ça nous sert à deux choses. Ça nous sert à illustrer ce qui est fait et à nous donner des pistes pour le futur. Parce que la plupart du temps, les bonnes idées viennent des patients eux-mêmes dans ce cadre-là. Alors oui, effectivement, on utilise une méthodologie qu'on appelle une méthodologie mixte. À l'aide de questionnaires, on va évaluer un résultat. En l'occurrence, là, c'est la qualité de vie. Et ce qui nous intéresse aussi, c'est d'avoir la possibilité de comprendre les processus, c'est-à-dire qu'est-ce qui amène les patients à aller mieux, à se sentir peut-être un peu plus fort, un peu plus. Et donc, on utilise le questionnement sous la forme d'entretien, et ce sont ces entretiens-là qui nous permettent de comprendre les processus. Et comprendre un processus, forcément, ça permet de le maîtriser un peu plus et peut-être de l'améliorer ou de l'accélérer. Et actuellement, il y a une autre variable, un autre résultat qu'on essaie de questionner pour le structurer de manière un petit peu plus précise, c'est ce fameux concept d'empowerment. Empowerment, déjà la définition est floue, mais en plus de ça, comme elle est floue, tout le monde y met tout un tas de choses qui ne veulent pas forcément dire avoir la même signification et du coup qui est assez difficile, un, à capturer et deux, à comparer. Donc on travaille là-dessus. Et on essaie d'évaluer eh bien, quels sont les éléments qui amènent à l'autonomisation du patient. Donc, qu'est-ce qui lui permet de se sentir plus confiant, de se sentir plus fort et de se sentir plus maître de ses choix, puisque c'est l'objectif, en fait, aussi de nos essais cliniques. Donc, par rapport à ta question, très clairement, on est dans un vrai processus de recherche. Il y a un objectif principal qui est fixé et on a les outils qui vont nous permettre de pouvoir répondre à la question posée dans le protocole. Et la notion de recherche, enfin de mixte, comme le disait tout à l'heure Sarah, est importante parce qu'il y a des choses très cadrées où on répond par oui, par non ou par des chiffres. Et puis l'interprétation que les patients même peuvent en donner à travers les interviews qu'on peut avoir. Et c'est l'évaluation de tout ceci qui nous permet d'aboutir au résultat. On arrive un peu à la fin de cette émission et donc ma dernière question à vous tous, c'est quelle est enfin, quel est votre mot de conclusion? Qu'avez-vous envie de dire à la fois aux malades, mais également aux médecins, au personnel soignant, à tous ceux qui nous écoutent? Quel est votre message? Parce que malheureusement, ce que vous faites à Marseille n'est pas forcément disponible partout en France ou dans le monde. Euh,
la question, est-ce que c'est applicable dans tous les domaines? Est-ce que c'est la même chose pour quelqu'un qui a une maladie plutôt chronique, comme un myélome, où il vient en hôpital de jour recevoir des traitements une fois par semaine, deux fois par semaine, mais qui garde une certaine autonomie, une qualité de vie? C'est peut-être pas la même chose que l'expérience de quelqu'un qui est hospitalisé dans une chambre enfermée pendant un an, quoi. Je sais pas, qu'est-ce que vous avez envie de dire pour le mot de la fin, chacun, puisque j'ai l'impression qu'il va falloir qu'on poursuive ce débat dans d'autres émissions. Moi, si je donnais une conclusion, ça ne viendrait pas de moi. Je prendrais les mots de quelqu'un qui était un poète et qui a eu de grands problèmes dans sa vie. Il a été amputé d'une jambe à un moment compliqué suite à une infection tuberculosique, si je me rappelle bien. Il s'agit de William Ernest Henley. Mhm. Et la fin de son poème le plus connu, qui est Invictus, si je le traduis en français, c'est Je suis le maître de mon destin et le capitaine de mon âme. Je pense que c'est les prémices de ce que l'on fait dans Rebond. Et je pense que c'est pas facile, hein, c'est vraiment pas facile. Mais rappelez-vous, Henley, on venait de l'amputer de la jambe, il était dans le fond d'un hôpital où il ne savait pas s'il allait s'en sortir, mais il a décidé de survivre. Il a survécu. Ben moi, si je peux prendre moi là aussi le biais du mot de la fin, je dirais un jour on va y arriver et un jour on va surtout arriver à développer rebond au niveau national et tout le monde pourra profiter de son rebond. Et ça, c'est plus que de l'espoir, pour moi, c'est vraiment réalisable. Et alors, moi aussi, je vais prendre la parole du coup, euh, pour essayer de, bien entendu, de diffuser le plus largement possible, de diffuser eh bien, les concepts que l'on manipule et les interventions qu'on propose. Eh bien, on a monté une petite formation, enfin petite, non, puisqu'au début c'était un test, mais maintenant c'est devenu un DESU. Et donc, avec la faculté de médecine de Marseille, on propose un diplôme d'onco-coaching et de sport de haut niveau. Et sport de haut niveau, c'est son nom. Donc, l'idée, c'est de former finalement des onco-coachs. Et ensuite, pour reprendre votre question sur la généralisation possible, dans notre programme, dans le programme du laboratoire, on réfléchit aussi à d'autres types d'interventions en mobilisant le sport aussi également, et le sport coaché, donc accompagné. Et on s'intéresse à d'autres populations, notamment des pathologies ovariennes ou cancer du sein. Donc, vous voyez on essaie de diffuser aussi largement, de faire des tests pour voir quels sont les besoins aussi, évaluer les besoins des patients pour essayer d'y répondre de manière plus adaptée possible. Donc, ça travaille. Et puis, moi, j'aimerais bien aussi, après tout, vous dire une chose. Je crois que Rebond, c'est avant toute chose une grande aventure humaine entre gens qui n'étaient absolument pas faits ni pour se rencontrer, ni pour se parler, et encore moins construire un objet commun. Et comme cet enjeu, c'est la vie, c'est devenu la chose la plus sérieuse de tous les acteurs du sport qui nous accompagnent. Et c'est aussi certainement devenu un extraordinaire moteur de ce qu'être utile veut dire. Bon, bah écoutez, sur ces paroles extrêmement émouvantes et touchantes, je voudrais vous dire merci. Je crois que vous faites un travail remarquable, extraordinaire. Euh, les malades, je dirais, n'ont pas la chance d'être malades, mais en tout cas, quand ils ont la triste, je dirais, chance d'être malades, ils ont quand même la chance de vous avoir et j'espère effectivement euh, que ce genre de programme va se développer de plus en plus parce qu'effectivement, comme l'a dit Didier, on peut être toujours un champion de quelque chose, du quotidien, et en tout cas reprendre sa vie en main, reprendre son destin, reprendre le contrôle de sa vie. Euh, et ça me fait penser à une autre émission qu'on avait faite avec Madame Marie Maurice, hein, qui avait accepté de témoigner et qui avait raconté il y a bien longtemps son désir de piloter un avion
Et le déclic a eu lieu à partir du moment où elle a décollé et puis fait atterrir l'avion. Elle a dit, ça y est, j'ai repris ma vie en main. Et j'ai l'impression, c'est ce que vous êtes en train d'essayer d'aider les malades à obtenir, en tout cas à faire. Merci beaucoup à tous. Merci Pierre, merci Merci. Merci à Sarah, vous. merci Carole, merci Didier. Merci. Et Merci à puis toi. merci à vous tous qui nous suivez. J'espère que ce genre d'émission vous apporte. En tout cas, moi, j'apprends beaucoup de choses et puis je crois qu'on en a besoin de plus en plus dans ce monde un peu qui devient très, très compliqué. Merci Merci. beaucoup et à très Merci. bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.